lorsque j'ai démarré mon aventure dans le quantique il y a 6 ans, j'ai démarré avec Fanny Bouton, qui est une amie et qui est actuellement travaille chez OVH Cloud, avec qui je fais des podcasts. On a rencontré un physicien, c'est la première personne qu'on a rencontrée. Il s'appelle Alain Aspect, et quelques années plus tard, il avait le prix Nobel de physique. Donc tout ça pour dire que cette aventure est assez extraordinaire, de rencontrer des gens brillants. Et je vais essayer de vous raconter ce qu'ils essayent de faire, et pourquoi c'est difficile aussi, et quel est le rôle du secteur public et de l'investissement privé pour rendre ça possible. Alors la promesse, elle est de changer le monde. Alors, je dirais, va changer le monde, oui, mais c'est peut-être plutôt pourrait changer le monde. Pourquoi? Parce que c'est difficile, c'est très difficile. Parmi tous les sujets du numérique que j'ai pu aborder dans le passé, c'est celui où j'ai découvert le plus d'incertitudes scientifiques. Et je mets au même niveau la fusion nucléaire, trouver des remèdes contre le cancer, et par rapport à ce qu'on a pu faire par le passé dans d'autres domaines du numérique, c'est vraiment un domaine qui est très difficile. Mais sans qu'on le sache, et sans qu'on en ait conscience, il faut savoir que les technologies qu'on utilise aujourd'hui sont déjà des technologies quantiques. Votre laptop, votre smartphone, votre fibre optique, c'est du quantique en fait. Même votre table et votre chaise d'ailleurs. Tout ça, ça repose sur des principes de la physique quantique qui ont été découverts au début du XXe siècle et qui sont mis en œuvre dans des transistors, dans des lasers, dans tous les composants électroniques qu'on utilise aujourd'hui. Mais il est en train de se préparer ce qu'on appelle la seconde révolution quantique, qui est une révolution qui est basée sur d'autres principes qui sont un peu plus étendus et qui relèvent de la manipulation d'objets quantiques, que sont des choses dont vous avez peut-être entendu parler, au moins en terminale, qui sont les atomes, les photons et les électrons. C'est en gros des particules élémentaires. Et aujourd'hui, on sait les contrôler individuellement. À Palaiseau, il y a la start-up Pascal et des laboratoires de recherche qui savent prendre des atomes un par un avec des lasers, les mettre à un endroit donné et les contrôler. On ne savait pas faire ça il y a quelques dizaines d'années, c'est nouveau, c'est beaucoup plus sophistiqué que le contrôle des transistors. Et partant de là, on est en train de construire des technologies qui vont permettre d'améliorer la puissance de calcul par rapport au calcul qu'on peut faire aujourd'hui, notamment sur des supercalculateurs, pour résoudre des problèmes qui sont inaccessibles à des machines classiques, mais aussi d'améliorer la capacité à mesurer des grandeurs physiques, et ça sert dans plein de domaines civils et militaires, et enfin de mieux protéger les communications quantiques, notamment en termes de cryptographie. C'est les 3 grands domaines qui sont couverts par ce sujet-là. Et moi, je vais vous parler spécifiquement du premier, qui sont les ordinateurs quantiques, comme l'indiquait l'introduction. Alors, la promesse qui est véhiculée par les acteurs de ce marché, qui sont à la fois des chercheurs, des entrepreneurs, des gouvernements aussi, que ça intéresse, c'est d'augmenter cette puissance de calcul. Alors, pourquoi on s'intéresse à la puissance de calcul dans ce contexte-là? C'est lié au fait que les ordinateurs actuels, même les plus gros calculateurs, notamment ceux qui servent à entraîner des grands modèles de langage comme ceux de ChatGPT ou autres systèmes équivalents, ces systèmes... Le micro marche toujours? J'ai l'impression qu'il y a un problème. Non, c'est bon. Ces systèmes, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils chauffent beaucoup, ils consomment beaucoup d'énergie, et leur puissance de calcul est assez limitée. On est obligé d'en mettre des centaines, voire des milliers. Je crois que chez Facebook, ils prévoient d'avoir 600 000 GPU NVIDIA pour faire tourner leur modèle. Ça commence à poser des problèmes en consommation d'énergie et en taille de machine. Et donc, il se trouve que les technologies quantiques, sans que je rentre dans les détails, ils ont la potentialité de rendre un certain nombre de choses plus faciles à faire avec des ressources plus limitées, notamment en termes énergétiques. Et donc, c'est extrêmement important. Mais c'est aussi intéressant en termes de vitesse de calcul. L'idée, c'est de faire en sorte qu'on remplace des temps de calcul qui sont dits exponentiels. Là, je sens que le son marche mieux, quand même. Il y a un truc que je ne contrôle pas. Et donc, le temps de calcul qui, aujourd'hui, pour la résolution de certains types de problèmes est très élevé, va pouvoir, théoriquement, être beaucoup plus raisonnable. En termes techniques, on dit qu'on remplace un temps de calcul exponentiel par un temps de calcul polynomial ou qui évolue moins vite, en fonction de la taille du problème qu'on veut résoudre. Alors, à quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert? L'idée, c'est... il y en a plusieurs des idées, mais il y a 2 à 3 grandes idées qui sont en train d'être conçues par les concepteurs d'algorithmes et les concepteurs de machines. La première, c'est fondamentalement de simuler la matière. C'est-à-dire d'avoir la capacité de simuler comment fonctionne la matière physique, qui peut être aussi bien organique, dans le domaine du vivant, que la matière physique pour des matériaux nouveaux. Donc typiquement, il y a plein de gens qui essayent de concevoir de nouvelles batteries, qui seraient plus efficaces, qui augmenteraient peut-être l'autonomie de votre Tesla éventuellement. Il y en a d'autres qui cherchent à créer des médicaments ou des thérapies originales, et surtout de les mettre au point plus rapidement.
Et la pandémie, d'il y a quelques années, nous a montré à quel point il était important de réagir rapidement aux accidents de l'histoire de ce côté-là. Et puis, il y a d'autres exemples aussi qui concernent tout ce qui est lié au monde de l'énergie, et notamment un exemple qui est souvent mis en avant, qui est lié à la capacité à produire un certain nombre de matières dont on a besoin, notamment les engrais, de manière plus efficace qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est des exemples de choses qu'on pourrait potentiellement faire avec ces machines-là. Et puis après, de manière un peu prosaïque, il y a tout un tas de secteurs d'activité qui ont des besoins d'optimisation. Et ça concerne, je dirais, les entreprises presque traditionnelles. Ça va être d'un côté les entreprises de la logistique, des transports ou de la distribution, le retail, qui ont besoin d'optimiser tout un tas de processus et qui, eux aussi, pourraient tirer parti de cette puissance de calcul. Enfin, on a aussi la question de la distribution et de la répartition et même de la production des énergies renouvelables, où là aussi, il y a des questions d'optimisation qui sont en ligne de compte. Alors ça, c'est le rêve. Maintenant, comment ça marche? Et là, je vais vous obliger à faire un peu de maths, quand même, je suis désolé, mais pas beaucoup par rapport aux 1300 pages de mon livre. Donc en fait, il faut savoir que tout ça, ça repose sur un truc un petit peu mystérieux, qui est qu'on s'appuie sur des objets quantiques qui sont des qubits, donc c'est des atomes, des électrons, des photons, on les contrôle, et ils ont un côté un petit peu miraculeux, qui est que quand on augmente le nombre de qubits, eh bien, la puissance de calcul, et notamment la quantité d'informations qu'on peut gérer en mémoire, elle augmente de manière exponentielle avec le nombre de qubits. Donc là, j'ai mis la formule exacte, c'est si vous avez n qubits, vous avez 2 puissance n plus 1, nombre réel ou flottant, pour ceux qui savent ce que c'est qu'un nombre qu'on manipule dans un ordinateur. Et donc, ça veut dire que ça croît très vite. Alors ça, c'est la théorie, parce qu'en pratique, c'est plus compliqué que ça à faire. Et à quoi ça ressemble? Un ordinateur quantique, c'est une boîte noire, ou bleue, éventuellement. Chez Candela, qui est français, c'est bleu. Mais c'est souvent une boîte noire, mais on peut regarder ce qu'il y a dedans quand même. Hein. On peut ouvrir la porte, on peut regarder comment c'est fait. C'est un petit peu une sorte d'expérience de physique ambulante, où on a mis à l'intérieur l'équivalent d'un laboratoire de physique, on a mis une boîte autour, et on pilote ça avec un ordinateur classique, parce qu'on est obligé de programmer, avec des langages de programmation qui servent à piloter ces machines-là. Mais fondamentalement, c'est une expérience de physique mise dans une boîte. Et on en est aujourd'hui à des machines qui sont pré-industrielles, au sens où elles ont une capacité à calculer et à résoudre des problèmes qui sont plutôt de petite taille, avant qu'on atteigne des machines plus importantes, plus imposantes, qui vont résoudre les problèmes que j'évoquais tout à l'heure. Alors, si vous lisez la littérature des analystes dans ce petit marché, il y a des gens qui vous disent « ça y est, ça marche ». Donc le BCG vous dit « ça y est, on est en train de découvrir le moment de ChatGPT du quantique ». Vous allez chez d'autres, chez McKinsey ou même dans Time Magazine il y a quelque temps. Donc il y a un an, Time Magazine disait ça y est, cet ordinateur-là est capable de résoudre en une seconde des problèmes qui mettraient des années à résoudre de manière classique. Bon, c'est entièrement faux, d'autant plus que cet ordinateur, je l'ai vu la semaine dernière à New York, il fait rien, et il n'a que 5 qubits, et il fait l'équivalent de ce qu'on peut faire sur un smartphone. Donc, et c'est vrai, c'est vrai. Donc en fait, il y a toujours besoin de se mettre en perspective la réalité technologique et les promesses des uns et des autres. Alors, une question qui se pose, c'est pourquoi c'est difficile? Pourquoi c'est difficile? Alors c'est le seul chart un peu technique que je vais vous montrer. Aujourd'hui, si on veut estimer la puissance de ces machines-là, il y a 2 indicateurs clés. Il y en a un qui est simple, c'est le nombre de qubits, c'est-à-dire le nombre d'objets quantiques qu'on va manipuler. Et là, vous voyez, dans l'échelle des Y, c'est une échelle exponentielle. 1, 10, 100, jusqu'à 100 millions. Et vous voyez dans la zone rose les points qui correspondent aux machines qui existent aujourd'hui, qui sont mises dans le cloud, que les gens peuvent tester avec des outils de programmation. Et en X, qu'est-ce que vous avez? Vous avez ce qu'on appelle le taux d'erreur, c'est-à-dire combien d'erreurs vous avez à chaque opération. Alors, vous imaginez que si vous êtes complètement à droite, à 100% d'erreurs par opération, c'est pas bien. Idéalement, il faut être plutôt à gauche. Donc, l'objectif, c'est d'aller vers la gauche. Aujourd'hui, l'état de l'art, en moyenne, c'est 1% d'erreurs par opération. Sachant qu'un algorithme normal, il a besoin de faire des millions d'opérations. Donc il n'y a pas besoin d'être très savant pour comprendre que rapidement, le logiciel ne va pas résoudre le problème qu'on veut résoudre parce qu'il y a trop d'erreurs. Donc les gens, ils essaient de trouver des solutions pour faire ça. Et il y a plusieurs solutions. Il y en a certaines qui consistent à faire ce qu'on appelle la correction d'erreurs, et d'autres qui consistent à dire on va essayer de faire des algorithmes qui tolèrent ce niveau d'erreur. Mais c'est pas facile. Alors il faut savoir que pour que ça marche, il faut aller là. Alors, pour que ça marche, il faut avoir beaucoup plus de qubits, et en plus qu'ils soient de bien meilleure qualité que ceux qu'on a aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on a 2 dimensions de défis à traiter. Et comment on résout ces défis-là? On les résout avec différentes méthodes. Alors là, je vais vous donner un exemple. Pour simuler une batterie, il faudrait l'équivalent de millions de qubits physiques de la courbe d'avant.
et qui soient meilleurs que tous ceux qu'on a aujourd'hui. Donc c'est un défi absolument incroyable. Pour moi, c'est du niveau de la fusion nucléaire. Et les méthodes qui sont imaginées pour traiter ce problème-là, elles sont techniques, elles sont scientifiques. Ben, il faut améliorer la qualité physique de nos objets, et c'est compliqué, parce que c'est des objets fragiles. Il faut corriger des erreurs avec beaucoup de redondance. Donc comme il y a plein de qubits qui font des erreurs, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on les multiplie. On en met, au lieu d'en mettre 1, on en met 100, on en met 1000, et on essaie de faire en sorte qu'avec des codes de correction d'erreurs, on arrive à obtenir des qubits qui fonctionnent bien. Et ça, c'est compliqué. Et puis, ça pose d'autres problèmes, qui est que si on multiplie le nombre de qubits pour traiter un problème, eh bien, on va être obligé de multiplier l'électronique, les lasers, le câblage, la cryogénie, parce que certains de ces systèmes-là nécessitent une assez basse température pour fonctionner. Et donc, là, c'est un défi technologique. Donc, on a en gros, au début, un défi physique, au milieu, un défi mathématique, et à droite, un défi technologique à résoudre, et c'est très complexe. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est, je vous ai fait un peu peur, parce que je vous ai donné une promesse au début, je vous ai dit que c'était compliqué, et comment on va y arriver? Alors, évidemment, on a nos prix Nobel, on a nos scientifiques, mais ça ne suffit pas. Et pour y arriver avec un regard plutôt entrepreneurial, qui est le vôtre, j'ai identifié 3 grands domaines de progrès, ou même de choses qui sont déjà en place aujourd'hui. La première, c'est que c'est une bataille qui ne peut être gagnée qu'avec un couplage extrêmement fort entre le secteur privé et le secteur public. Dans tous les pays du monde, la Chine, les États-Unis, l'Europe, il y a aujourd'hui plus d'investissements publics que privés sur le sujet. Et une des raisons, c'est que c'est long terme. Quand on est sur le long terme, souvent le secteur public joue un rôle très important. C'est devenu stratégique aussi parce qu'il y a une composante militaire et renseignement à une partie des cas d'usage des technologies quantiques, donc il y a un énorme investissement. Et d'ailleurs, avec une particularité qu'on n'a pas forcément connue dans d'autres domaines numériques, c'est que l'Europe est numéro 1 dans cet investissement. C'est rare, hein. Je ne suis pas sûr que dans l'IA ce soit le cas, je ne suis pas sûr que dans d'autres domaines ce soit le cas, dans les semi-conducteurs. Là, pour la première fois, l'Europe est numéro 1 en investissement public. Maintenant, la question, c'est comment faire en sorte que l'investissement privé rattrape le décalage qui existe par rapport aux États-Unis. Et les États-Unis sont devant nous, à la fois parce que, je vous apprends rien, il y a plus de capital privé dans les deep tech et dans l'innovation, mais aussi parce qu'il y a de grandes entreprises qu'on appelle les GAFAMI. 4 des 6 GAFAMI investissent dans le quantique, donc c'est des centaines de millions de dollars, c'est beaucoup d'argent, et ça crée un déséquilibre par rapport au reste du monde. Donc c'est un des challenges que nous avons. L'autre point, et qui est très nouveau, je suis sûr que parmi vous, il y a certains qui ont été très actifs pour pousser un Small Business Act à l'européenne ou à la française, eh bien, il existe dans le quantique. C'est merveilleux, ça n'existait pas dans d'autres domaines, il existe dans le quantique, il y a de la commande publique dans le monde entier et en France sur le sujet. Et d'ailleurs, hier même, le délégué général à l'armement, Emmanuel Kiva, annonçait un programme de 400 millions d'euros pour que la DGA achète des ordinateurs quantiques français pour leur permettre de se développer et aussi répondre aux besoins du ministère des Armées, mais surtout pour aider les startups à se développer. C'est la première fois qu'on a une commande publique de ce niveau-là pour un sujet deep tech nouveau. Donc ça, c'est extraordinaire. L'autre sujet, c'est que les startups sont très particulières. Toutes les startups que je connais dans ce domaine-là, c'est en fait des startups qui font la R&D. Elles sont très tournées vers le long terme. La moitié des ingénieurs et des scientifiques chez eux, c'est des doctorants, des gens qui ont un docteur. C'est des gens très brillants, ils viennent souvent de Polytechnique, de Normal, etc. Et ils font de la R&D. Mais en même temps qu'ils font de la R&D, ils doivent créer leur écosystème en avance de phase, notamment sur la partie logicielle de leur machine. Donc ils ont un double challenge qui est 1, faire du long terme avec de la science, et 2, faire du présent pour créer leur écosystème. Et ils sont tous associés directement à des laboratoires de recherche prestigieux en France, écoles d'ingénieurs, universités, INRIA, CNRS, CEA, et c'est l'ensemble de tout ça qui va rendre notre aventure possible. Et puis, troisième point, c'est l'investissement. Alors, vous imaginez que pour comprendre de quoi il s'agit quand on va faire un due diligence d'une startup dans ce domaine-là, c'est pas trivial. Alors, je peux aider les gens, c'est ce qui m'arrive de faire de manière assez, je dirais, informelle avec beaucoup d'investisseurs, mais c'est compliqué de comprendre ce qui se passe. Et d'où l'intérêt d'avoir un mix avec des investisseurs généralistes, comme ceux qui sont à droite ici, comme Elaya, Omnes ou Serena Capital, qui ont investi dans les startups françaises, et des investisseurs spécialisés, qui, eux, sont vraiment pointus sur le domaine. Et on en a un en France, qui s'appelle Cantonation, et là encore, c'est une première qu'on n'a jamais eue dans un autre domaine. Nous avons en France le premier fonds d'investissement mondial dans le quantique. Il a 27 participations, il y en a une nouvelle qui manque dans mes slides, qui est arrivée la semaine dernière. On a le premier fonds mondial. Ils connaissent tout ce qui se passe au niveau du deal, au niveau du marché mondial. Et en plus, le gars qui gère ça, qui s'appelle Christophe Jurzac, il a fait sa thèse avec qui? Avec Alain Aspect, prix Nobel.
Donc, si vous voulez, on a un mélange des genres entre l'investissement d'un côté et la compétence scientifique qui est absolument unique. Et donc, moi, je vous encourage à devenir OLP de ce fonds, ou en tout cas de travailler avec eux. Ils sont sur vos lead investors sur des projets. Donc, c'est très intéressant. Donc, pour résumer mon propos, on est dans un domaine qui est très compliqué scientifiquement, mais qui a une caractéristique, c'est qu'il est très incertain. Mais ma vision des choses, c'est que finalement, l'incertitude, c'est une chance pour nous. Parce que quand il n'y a pas d'incertitude scientifique, en général, on a déjà perdu face aux Américains. Parce qu'ils ont l'argent, ils ont le marketing, ils ont la puissance de la marché intérieur. Quand il y a encore un risque scientifique, on a encore nos chances, et c'est le cas du quantique. Je vous remercie.